collègues, chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter Chantal Delsol. C'est le membre de l'Académie française des sciences morales et politiques, professeur à l'Université Paris-Est, spécialiste de l'histoire des idées politiques. Et le sujet est très intéressant, l'humanisme européen. Merci d'être venu, bienvenue à l'université, bienvenue à la faculté d'histoire, et à vous la parole. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Alors, nous avons choisi ensemble la question de l'humanisme européen, occidental plutôt, parce que l'Occident est beaucoup plus vaste que l'Europe. Et comme vous le savez, chaque culture a des spécificités. Chaque culture repose sur des principes qui sont différents chaque fois. Ce qu'on appelle des principes, ce sont des certitudes premières, des principes. Toutes les cultures sont humanistes d'une manière ou d'une autre, mais chacune est humaniste à sa manière. Et là, je vais essayer de vous montrer 3 points qui me paraissent absolument essentiels et qui sont les points fondamentaux sur lesquels s'appuie notre culture. Ce que j'appelle notre culture, c'est donc une culture grecque, judéo-chrétienne, qui donc s'est diffusée dans toute l'ère occidentale, y compris les 2 Amériques. En fait. Ces 3 points sont les suivants. D'abord, la notion de vérité, qui va enclencher le doute et qui va enclencher la science, car la science est occidentale au départ. Deuxièmement, un humanisme de distance, un certain humanisme, différent des autres. Et troisièmement, le temps, la notion du temps qui est différente ici et ailleurs. La notion du temps qui va, ce qu'on appelle ici le temps fléché, qui va engendrer la notion de progrès. Ces 3 caractéristiques sont des filles des anciens Grecs et des judéo-chrétiens. Et c'est là notre berceau. C'est là ce sur quoi nous reposons. Alors je vais essayer de vous les décrire rapidement, successivement. D'abord, la quête de la vérité. Je dis bien la recherche, la quête de la vérité, parce que la vérité, elle n'est pas en notre pouvoir, nous la cherchons constamment. Et c'est une idée nouvelle, l'idée de vérité, qui apparaît chez les Grecs, et notamment chez Parménide. On peut écrire là. Donc Parménide, qui est un présocratique, écrit un poème sur la vérité. Ça peut vous paraître extraordinaire, peut-être vous vous dites, dans toutes les cultures, il y a une idée de la vérité. Eh bien non. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les autres cultures? Et je vais vous donner un exemple. Eh bien, il y a des mythes. Qu'est-ce qu'un mythe? C'est une histoire traditionnelle que l'on raconte, et elle n'est ni vraie ni fausse. Pourquoi? Parce que on ne s'intéresse pas à savoir si elle est vraie ou fausse. Ça n'a pas d'importance. Puisque la vocation d'un mythe, c'est de donner un sens à la vie. C'est pas d'être vrai ou d'être faux. C'est pas de dire ce qui est. Je vous prends un exemple. Achille. Vous connaissez le personnage d'Achille. Nous ne savons pas si Achille est un homme qui a existé ou non. Ça n'a aucune importance. Les Grecs ne se demandent pas si Achille a existé. Ça n'a aucune importance. Mais Achille a du sens. Et lorsque l'enfant Platon de 3 ans, imaginez Platon à 3 ans, commence à s'endormir, sa nourrice lui raconte l'histoire d'Achille et lui dit « Platon, mon petit, tu devras être aussi courageux qu'Achille aux pieds légers. Achille, devant les murs de Troie, tu devras être aussi courageux que lui. » On ne se demande pas si Achille a existé, ça n'a aucune importance. L'idée de vérité n'a aucune importance ici. L'important, c'est l'histoire d'Achille, le courageux.
Lorsque un enfant chrétien entend les récits de sa mère ou de sa mère ou sa nourrice lui dit « Tu seras aussi courageux, mon enfant, que le Christ sur la croix. » Mais le Christ sur la croix, il a existé. Enfin, on peut ne pas y croire, mais en tout cas, ceux qui y croient pensent qu'il a véritablement existé, que c'est un personnage réel, que c'est une vérité. C'est là une différence très importante, non pas pour le courage, parce qu'on peut avoir un modèle aussi courageux avec Achille qu'avec le Christ, même si Achille n'a pas existé, vous voyez. Mais ça va enclencher, toute cette affaire de vérité, va enclencher une nouvelle culture, de nouvelles civilisations. On trouve donc cette idée chez Parménide et ensuite chez Platon. Platon est plus récent que Parménide, à peu près 2 siècles de distance, 1 siècle et demi. Par exemple, on trouve, je vous donne juste un exemple pour vous montrer, on trouve chez Plutarque la phrase suivante à propos de l'héliocentrisme, le fait que le soleil soit au centre du monde. Plutarque écrit « Aristarque a posé cette théorie comme une hypothèse et Séleucos l'a affirmée comme une vérité. » La différence déjà entre hypothèse et vérité qui apparaît dans notre monde. La notion de vérité est alors nouvelle, c'est-à-dire qu'elle apparaît spécifiquement chez nous, alors que dans toutes les cultures n'existent que des mythes. Chez les Grecs anciens, avant Parménide, il n'existait que des mythes. Achille, par exemple. Dans les autres cultures, la notion de vérité n'existe pas. Je vous donne un exemple pour vous montrer que ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons en France une grande spécialiste de la pensée chinoise qui s'appelle Han Shang. Elle est chinoise d'origine. Elle écrit un très beau livre qui s'appelle « Histoire de la pensée chinoise ». Et dans sa préface, elle dit « J'ai écrit dans le titre « Pensée chinoise ». Je n'ai pas écrit « Philosophie chinoise ». Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de philosophie en Chine. La philosophie, c'est la recherche de la vérité. C'est le logos, la recherche de la vérité. Tandis qu'en Chine, il y a le mythos, le mythe. Il n'y a pas de logos, il n'y a pas d'idée de vérité. Il y a une tradition très importante, très grande pensée, très grande morale, bien sûr. Mais il n'y a pas de logos, il n'y a pas de recherche de la vérité. Donc c'est elle qui le dit, et je m'abrite derrière elle pour que vous ne croyiez pas que c'est moi qui vais enlever l'idée de vérité aux autres cultures pour dire c'est seulement nous. Non, c'est une chose avérée. Alors, vous voyez bien que la vérité se reçoit, elle ne s'invente pas. On n'invente pas une vérité. Elle vient vers nous, théoreigne, qui va donner en français le mot théorie. Ça veut dire contempler. Nous contemplons le réel. La vérité s'impose. Nous sommes presque passifs devant elle. Pas tout à fait d'ailleurs, parce que nous devons toujours interpréter la réalité. Mais au fond, nous sommes des débiteurs de la vérité. Et devant la vérité, nous ne sommes pas les maîtres du monde. Tandis que les mythes, c'est nous qui les créons. C'est une culture qui crée ces mythes, qui fabrique ces mythes, et qui par conséquent les maîtrise. Le grand philosophe italien Jean-Baptiste Vico, très grand penseur, XVIIe siècle, au début des Lumières, disait « Nous sommes maîtres de ce que nous fabriquons nous-mêmes, évidemment. Les mythes sont fabriqués par une culture, tandis que la vérité vient vers nous. Nous regardons, par exemple, un astronaute regarde le ciel, et la vérité s'impose à lui. La vérité, c'est ce qui est, tout simplement. D'où il suit que la vérité est universelle. C'est-à-dire que la quête de la vérité va enclencher, dans cette culture, la nôtre, la recherche d'une unité de sens, c'est-à-dire un soleil qui brille pour tout le monde, pour le monde entier, puisque ce que nous découvrons, la science, c'est quelque chose qui est vrai pour tous, pas seulement pour nous, tandis que les mythes n'existent que pour une culture particulière. Achille est un mythe grec. Il y a bien d'autres mythes, par exemple en Chine ou en Inde, qui sont vrais,
sont ni vrais ni faux, mais qui existent pour la Chine ou pour l'Inde. Selon le grand historien des sciences qu'est Kuhn, la science est à la fois unanime, exclusive, cohérente et universelle. Universelle. C'est donc l'idée de vérité, le fait que nous ayons une idée de la vérité, qui va nous pousser vers la conquête des sciences. Et c'est pour cela que les sciences vont se déployer en Occident et pas ailleurs. Vous savez, il y a eu beaucoup de textes, je vous cite seulement deux auteurs très importants, un auteur anglais, deux auteurs anglais, on va dire, Needham et Whitehead, qui se sont posé la question suivante, question quand même très intéressante. Alors que la Chine avait tout inventé, car comme vous savez, la Chine a tout inventé. Je ne sais pas, à commencer par la boussole, la brouette, la roue, l'imprimerie, bien sûr, les vaccins, au 5e siècle après Jésus-Christ, vous vous rendez compte, bien avant Pasteur, 12 siècles avant Pasteur, la Chine a tout inventé. Donc c'était un pays extrêmement développé, ça a toujours été un pays extrêmement développé. Eh bien, pour autant, ce sont quand même les sciences modernes qui sont nées en Occident. Alors la question de savoir pourquoi ce n'est pas la Chine qui a inventé les sciences modernes, et pourquoi c'est l'Occident tellement en retard sur la Chine qui a inventé les sciences modernes, ceci a fait l'objet de réflexions sans fin. Je vous cite les deux auteurs chez lesquels ces réflexions ont été développées, avec des livres très intéressants, si ça vous intéresse de les lire. Eh bien, leur conclusion, encore provisoire probablement, mais c'est que finalement, on ne peut développer les sciences, même si on n'est pas très développé soi-même, que quand on a une idée de la vérité et du doute sur la vérité. Sinon, lorsqu'on est dans le monde des mythes, il est extrêmement difficile de quêter la vérité des sciences. On reste dans les mythes. Et puis, il y a, alors ça c'est évidemment la première conséquence de la culture de la vérité, qui est très importante. Et puis, il y a aussi une autre conséquence, c'est que la vérité confère la liberté. Alors, comment est-ce que la vérité confère la liberté? Parce que la vérité ne peut pas être décrétée tous les matins par un pouvoir discrétionnaire. Vous ne pouvez pas avoir un despote qui tous les matins décrète la vérité, comme on pourrait décréter de nouveaux mythes. La vérité n'est à la merci de personne. Si on vous dit que le soleil tourne autour de la Terre, ce qui est arrivé à Galilée, eh bien ça ne marchera pas très longtemps. Parce que nous avons des appareils qui nous permettent de savoir que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Autrement dit, il ne peut pas y avoir un despote qui débarque et qui dira « À partir de maintenant, je décrète que le soleil tourne autour de la Terre ». Ça ne marche pas. Ça marcherait avec des mythes. Vous voyez ? Autrement dit, la vérité nous rend libres parce que c'est une affirmation, la vérité est un ensemble d'affirmations universelles qui ne dépendent pas d'un tyran ou d'un despote. Je dirais que la vérité rend leur liberté aux plus faibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est extrêmement important. Naturellement, c'est l'idée de vérité qui nous a engagés dans la création des universités. Et malgré toutes les bêtises qu'on peut vous raconter, ne croyez pas une seconde que les universités ont existé en dehors de l'Occident. Ce n'est pas vrai. Même dans les pays musulmans, il y a eu de grandes écoles qui enseignaient toujours la théologie et les mathématiques. Hein, mais autre chose sont les universités occidentales qui sont nées, comme vous savez, à partir du XIIe, XIIIe siècle et qui se sont répandues partout, qui sont des quêtes de la vérité, ce qui est tout à fait différent, hein, qui recherchent la vérité et qui incluent le doute. C'est tout à fait autre chose. Alors je passe au deuxième point, parce que je ne veux pas m'a donné un certain cadre de temps.
Le deuxième point, très important à mon avis, c'est le type d'humanisme que nous développons, qui est ce que j'ai appelé un humanisme de distance, avec la personne, le personnalisme, la personne, et la liberté personnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les cultures sont humanistes. Ce qui veut dire que toutes les cultures protègent les humains les plus faibles. Dans les textes indiens, vous trouvez cette phrase, par exemple, je cite, « Les enfants, les veuves et les vieillards sont les seigneurs de l'atmosphère. » C'est ça, les seigneurs de l'atmosphère. Ça veut dire protégeons les faibles. Et cela existe absolument partout. Dans les villages africains anciens, on sait qu'en temps de famine, eh bien, le peu de nourriture qu'on avait, on le donnait aux enfants et aux vieillards. Pour les enfants, c'est normal, c'est l'avenir, mais pour les vieillards, c'est bizarre, parce qu'un vieillard, ça ne doit pas durer longtemps, donc à quoi ça sert? Et ça, c'est de l'humanisme à l'état pur. C'est la définition au sens large de l'humanisme. Je dis bien au sens large. On pourrait dire aussi philanthropie, ce sera peut-être presque plus juste. Mais chaque culture développe un humanisme spécifique, différent des autres. Et en Occident, nous avons un humanisme, je vais les prendre l'un après l'autre, de royauté, de distance et d'égalité. Tout d'abord, un humanisme de royauté. C'est-à-dire que nous considérons, d'après les textes saints, ça commence avec la Bible juive, nous considérons que l'homme est image de Dieu. C'est notre tradition. On peut ne pas y croire, mais c'est notre tradition. Ça peut devenir dans notre tête un mythe, non plus une vérité, mais un mythe, mais c'est important. Donc, en tant qu'image de Dieu, l'homme est supérieur au reste de la création. Supérieur. Et c'est cela qui va inspirer la naissance de ce qu'on appelle la personne, c'est-à-dire une substance spécifique. Nous sommes, chacun d'entre nous, une personne, une substance spécifique et absolument différente des autres. Nous sommes des personnes parce que Dieu est personne et que nous sommes créés à l'image et comme à la ressemblance de Dieu selon le texte. Alors, il y a donc une dignité intrinsèque de la personne, dignité intrinsèque, c'est-à-dire qu'on ne doit pas nous traiter comme des animaux. Et ceci est judéo-chrétien. Je peux vous dire que lorsqu'on va en Chine et qu'on discute avec des universitaires chinois, les universitaires chinois vous ridiculisent, ça m'est arrivé récemment, vous ridiculisent en disant « vous êtes ridicule de croire en la dignité intrinsèque de la personne ». Parce que ça n'est pas dans leur culture, c'est dans notre culture, ça n'est pas dans les autres cultures. Ce n'est pas pour autant que les autres cultures ne sont pas intéressantes ou dignes. Elles sont tout aussi dignes que nous, en tant que spécifiques, mais elles sont différentes. On voit les prémices de la dignité intrinsèque de la personne chez les Grecs. Et comme toujours, chez les Grecs, on trouve toutes les prémices de ce qui va devenir chrétien. À croire d'ailleurs qu'il y avait eu des liens entre les Grecs et la première culture juive d'Israël d'aujourd'hui. Nous n'avons pas de preuve de ça, mais c'est presque à croire, tellement les liens sont importants. Et ici, je vous cite juste un exemple, parce que sinon, s'il n'y a pas d'exemple, c'est pas intéressant. Dans Échille, comme vous savez, Échille, c'est le premier grand dramaturge, avant Euripide, avant Sophocle, bien sûr. Et Échille raconte l'histoire d'Œdipe. Comme vous savez,Œdipe, ce pauvre garçon à qui il est arrivé plein de déboires, termine très mal, à la fin sur une route, comme un mendiant, devenu aveugle parce qu'il s'est lui-même crevé les yeux quand il a appris ce qu'il avait fait. Donc il a tout perdu, un peu comme Job a pu tout perdre. Et il s'écrit ceci, c'est la phrase d'Échille que je cite. « C'est maintenant que je ne suis plus rien que je me sens le plus un homme. » Autrement dit, j'ai perdu tous mes attributs, la richesse, la réputation, la santé, les amis, la famille, etc. Et maintenant, je me sens le plus un homme. C'est-à-dire que j'ai conservé cette dignité intrinsèque qui est l'humanité par excellence. Ceci est très chrétien. On pourrait trouver plein d'autres choses d'ailleurs.
Autrement dit, la civilisation occidentale se distingue des paganismes qui les précèdent, les paganismes des mythes, par le respect de la vie, par la dignité de la personne. Et donc, je vous cite un exemple qui peut-être ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que c'est important, le refus de se débarrasser des nouveau-nés superflus, qui est typiquement une expression de notre culture. Je vous rappelle quand même que dans toutes les cultures, mais toutes les cultures, je dis bien, y compris la culture pré-chrétienne comme la culture grecque, la culture romaine, on se débarrasse des nouveau-nés superflus. Alors, évidemment, on s'en débarrasse de toutes sortes de manières. Parfois, on est obligé d'attendre la naissance. On les expose, comme on dit. C'est universel dans le temps et dans l'espace. La preuve, je vous donne un exemple pour vous montrer la démonstration. Nous avons une lettre à Diognet que vous pouvez googliser comme vous voulez, 2e siècle après Jésus-Christ. Vous trouvez facilement cette lettre à Diognet sur Google. C'est une lettre de 2 pages, facile à trouver. Quelqu'un écrit à Diognet, qui est un chrétien, en lui disant « Mais qui sont les chrétiens ?» Plutôt, excusez-moi, Diognet a écrit à un chrétien pour lui dire « Qui sont les chrétiens ?» Et ce chrétien lui répond, et il lui dit, entre autres choses, « Les chrétiens et les juifs sont les seuls au monde qui ne tuent pas les nouveau-nés superflus. » Intéressant. Ce qui, entre parenthèses, tend à bien nous démontrer que l'IVG, notamment l'IMG, c'est-à-dire l'interruption médicale de grossesse, qui est véritablement le fait de tuer un véritable nouveau-né, puisque quand c'est 3 jours avant la naissance, c'est vraiment un enfant, hein. Eh bien, ce n'est pas une expression d'une forme de nihilisme, pas du tout, c'est un retour tout simplement des paganismes. Vous voyez, c'est quelque chose qui exprime la fin de la chrétienté et le retour du paganisme. Et ça, c'est une expression de la croyance dans la personne. Alors ensuite, ça c'est une expression de la royauté de la personne. Il y a aussi un humanisme de distance, c'est-à-dire un humanisme d'absence autant que de présence. Je m'explique. Être humain, être humaniste pour nous, c'est pas seulement protéger, compatir, aider, mais c'est aussi laisser à soi. Je vous donne un exemple concret. Dans notre civilisation, le mari va protéger sa femme parce qu'il est plus costaud, il est plus fort, mais en même temps, il n'ouvrira pas ses lettres. Il n'ouvrira pas ses lettres. Dans la civilisation musulmane, le mari ouvre les lettres de sa femme. Je suis désolée de citer des exemples contraires, mais c'est quand même important pour comprendre. Dans la civilisation occidentale, le mari n'ouvre pas les lettres de sa femme en principe. Pourquoi? Il lui laisse son secret. C'est un humanisme de distance. Ici, tous les adultes sont traités en adultes. On reconnaît leur autonomie. Un adulte n'est pas un enfant. Une femme est considérée comme un adulte. Alors, peut-être on a mis du temps à comprendre ça. L'enfant, on a fini par le comprendre tout seul. Elle est séparée. Elle est une personne comme une autre. Et puis, il y a chez nous un humanisme d'égalité qui tend à abolir, parce que c'est un progrès qui se développe dans l'histoire, à abolir les hiérarchies qui, au départ, n'existent pas devant Dieu et qui donc doivent être abolies dans la société concrète. On parle de la phrase de Paul de Tarse, que vous connaissez, « Il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre, ni juif ni non-juif, tous sont égaux sous le regard de Dieu. » Je vous rappelle que dans le Coran, au contraire, il est écrit, Sourate 4, « Dieu préfère les hommes », ce qui signifie que ontologiquement, il y a une différence. C'est cet humanisme d'égalité qui est spécifique à nous, qui va mener l'Occident à être la première civilisation à abolir l'esclavage et à émanciper les femmes. Certains pourront dire que c'était beaucoup trop tard, que ça a été fait trop tard peut-être, ça n'empêche que ça a été fait de soi-même, et ça a été fait vraiment avec, évidemment, en même temps on a poussé les autres à le faire, ce qui n'a pas toujours réussi très bien, mais ça c'est une autre question.
L'idée de personne suppose la responsabilité personnelle et rejette toute idée de responsabilité collective. La responsabilité collective était vraie, par exemple, chez les Romains. L'Église des premiers siècles, 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, a tout fait pour abolir cette responsabilité collective. Elle y est arrivée en partie. Et pour abolir la possibilité que pouvait avoir une parentèle, par exemple, à tuer. Le père de famille romain pouvait tuer ses enfants comme il le voulait, il n'était pas inquiété. Ce n'était pas considéré comme un crime. L'Église a tout fait, elle a fini par réussir cela, par abolir cette possibilité. En ce qui concerne la responsabilité collective, elle n'existe pas dans nos pays. Et par exemple, si je vous cite une comparaison, nous avons en France, en français, mais je suppose que vous l'avez aussi pareil en russe, un livre chinois qui s'appelle Le livre de morale révélé par les dieux. Très intéressant, livre de morale chinoise révélé par les dieux, où il est dit, quand nous arriverons devant la bureaucratie céleste, car le ciel en Chine c'est une bureaucratie céleste, c'est normal, eh bien chacun va payer les fautes de ses parents. Autrement dit, il y a responsabilité collective. C'est une chose qui n'existe pas chez nous en raison de l'idée de personne et de responsabilité personnelle. Et puis, l'idée de personne suppose la maîtrise de chacun sur son destin personnel. Et c'est ainsi que nous avons, en Occident, un développement sans pareil de la propriété personnelle et un développement sans pareil du mariage tardif, ce qui est très important. Parce que si vous mariez par exemple une fille ou un garçon d'ailleurs à 10 ou 11 ans, il risque de rester sans autonomie toute sa vie, de rester un bébé toute sa vie, de rester dépendant. Tandis que si vous mariez des gens à 16 ans, ce qui était déjà le cas au Moyen-Âge, c'est pas du tout pareil. Vous le voyez bien. Autrement dit, on fait tout pour que la personne conserve la maîtrise sur son destin. C'est ainsi que va se développer dans nos pays des formes de démocratie très tôt. Et je vous le rappelle, les premières démocraties se développent en Occident, dans les monastères de Saint-Benoît, au VIe siècle. C'est très tôt. Première forme de démocratie qu'on peut mettre entre guillemets parce que ce n'est pas exactement la démocratie qu'on va connaître après. La deuxième forme de démocratie se développe dans les villes italiennes au XIe, XIIe siècle, qui sont des villes libres. Et la troisième forme de démocratie se développe à partir de la charte anglaise de 1215, qui va être une des premières formes. Donc nous voyons un développement de la liberté personnelle et en même temps un passage de la société dite holiste, communautaire, à la société personnelle, qui va devenir la société individualiste de la modernité et de la post-modernité. Ce passage va s'accomplir à la fois sur le plan politique par le développement des démocraties ou de l'esprit démocratique, et puis sur le plan éducatif, ça va ensemble, avec le développement de la transmission éducative, le passage de l'éducation d'initiation à l'éducation d'initiative, qui va s'opérer au XVIIe siècle, notamment au centre de l'Europe d'abord, dans les pays tchèques, avec un auteur très important, qui est un tchèque qui s'appelle Kominski. Alors, ça c'est son nom tchèque, et il avait un nom latin, comme les gens avaient beaucoup à l'époque, et son nom latin c'est Comenius. Donc là, ça c'est un homme de la Renaissance, qui va écrire, c'est un hussite, hein, vous voyez l'importance de Hus, un homme de la Réforme qui va donner les protestants, très important, puisque quand Luther arrive, il dira « nous sommes tous des hussites ». Donc Luther, si vous voulez, avait récupéré la tradition hussite. Évidemment, les hussites ont été persécutés comme jamais.
D'ailleurs, entre nous, si la République tchèque est le pays le plus athée d'Europe avec la France, c'est parce que les guerres de religion ont été extrêmement graves en République tchèque, en Bohême et en France. Et les guerres de religion, quand elles ont été terribles, comme dans ces deux pays, ont laissé des traces d'athéisme très grands, ce qui est logique. Comenius faisait partie de ces gens persécutés parce qu'il était houssite. Il a vu par 2 fois sa maison brûlée avec toute sa famille dedans. Et il a écrit un très grand nombre de livres très intéressants, si vous pouvez en lire certains, où il montrait que l'éducation n'était pas faite pour inscrire un enfant dans une tradition, mais elle était faite pour développer les talents particuliers d'un enfant et de tous les enfants, y compris les filles, car Comenius est le premier à avoir dit d'une façon expresse, même les filles ont été faites à l'image de Dieu. Merci pour lui. Et il a réclamé qu'il y ait des écoles pour les enfants, c'est lui qui a créé les écoles maternelles, des formations permanentes, car il disait même les adultes doivent continuer à se former, et aussi, très important, des écoles pour les handicapés, car il a dit même les handicapés ont quelque chose à tirer d'eux-mêmes, et il faut absolument leur permettre de le tirer d'eux-mêmes. Très important. Et il a été le premier à développer ce qu'on a appelé l'éducation d'initiative, ce qui a été évidemment très important pour le développement des démocraties. Alors, il y a un troisième point, c'est la question du temps. Nous avons, en Occident, un temps différent de celui des autres. Quel est le temps des autres? Le temps des autres est un temps cyclique. Dans toutes les civilisations, absolument sans exception, l'image du temps est comme ça. C'est-à-dire que si nous sommes, par exemple, sur cet instant T, eh bien, nous pouvons être sûrs qu'il va exister par la suite un instant T1 qui sera en fait le même. Et ainsi indéfiniment. Le but du bouddhisme est de cesser ce mouvement perpétuel et épuisant. À partir du judaïsme, à partir de l'Ancien Testament, nous voyons se développer un autre type de temps. C'est très important parce que toute l'histoire de nos philosophies vient de là. Et cet autre temps est comme ça, avec un alpha et un oméga, et je mets exprès, je mets alpha et oméga et pas A et B, parce que nous ne savons pas très bien ce qu'est cet alpha. Ce n'est pas un commencement, c'est une origine, vous voyez, quelque chose de profond, quelque chose qu'on ne peut pas saisir entre les mains, qu'on ne peut pas décrire. Et pour oméga, c'est pareil, bien entendu. Alors, ça signifie que dans le temps fléché, l'histoire des hommes s'en va vers un achèvement. Quelque chose de mystérieux, naturellement. L'Ancien Testament écrit ceci. Je cite une phrase. Il n'y a pas de destin pour Israël. Pas de destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Israël ne sait pas où il va. Il n'y a pas de retour permanent, car le destin c'est ça, c'est un retour permanent. Je sais où je vais parce que ça revient toujours. Il n'y a pas de destin pour Israël. Israël, il a un point alpha, il n'a pas un destin. C'est pas pareil. C'est la fin du temps circulaire. Et c'est le début, donc, de la liberté humaine dans l'histoire. Il y aura liberté, puisque c'est nous qui faisons notre temps. Il ne va pas revenir sans que nous voulions. C'est donc l'apparition de ce qu'on va appeler les événements. Un événement, c'est quelque chose qui ne se produit qu'une fois. Il ne se produit pas 2 fois. L'introduction, si vous voulez, l'introduction de Dieu dans le temps, c'est un petit peu comme si, tout d'un coup, dans un temps circulaire, se produisait un événement qui va se produire une seule fois, et qui va donc nous faire sortir du temps circulaire et courir vers un temps fléché. L'apparition du Dieu de la Bible est un événement qui ne se produit qu'une fois et qui nous fait sortir, pour ainsi dire, du temps fléché.
L'apparition du temps fléché, c'est l'apparition de sociétés, au pluriel, où l'on attend quelque chose. Dans le temps circulaire, on n'attend rien, car ce sont toujours les mêmes événements qui se produisent. Dans le temps fléché, le temps est plein de promesses. On peut comprendre à travers deux exemples, qui sont les exemples de voyage. Car la manière dont on décrit les voyages montre bien la manière dont on comprend le temps. Prenez le voyage d'Ulysse. Vous connaissez l'histoire d'Ulysse. Il part de sa petite île, Ithaque, qui est un petit royaume, ça se situe en Épire, à l'ouest de la Grèce. Il part pour la guerre de Troie. Il fait la guerre de Troie, avec tous ses personnages, Achille, etc. Ensuite, il rentre chez lui, comme les autres. Il a la chance de ne pas être tué. Et il prend son bateau et il va faire tout un tour de la Méditerranée qui va durer probablement 10 ans et qui va l'emmener jusqu'à Gibraltar, probablement, d'après les historiens et les géographes qui ont étudié l'Odyssée. Il rentre chez lui. Il rentre chez lui, affamé, meurtri, vagabond. Il se passe ce qui se passe, et quelques jours avant la fin de l'Odyssée, le vieux devin Tirésias dit à Ulysse ceci: lorsque tu auras retrouvé ta femme et ton fils, lorsque tu auras tué tous les prétendants, lorsque tu auras rétabli ton petit royaume sur ses pieds, tu reprendras le chemin de la plage, la rame à l'épaule, et tu remonteras sur ton navire. Autrement dit, ta route n'a pas de fin, tu retournes éternellement. C'est l'image du temps circulaire. Je vous prends un autre exemple pour que vous voyez la différence. Lorsque Dieu apparaît à Abraham et lui dit: tu vas sceller ton âme, tu vas mettre tes sandales, tu vas prendre ton bâton, tu vas emmener ta famille et tu vas partir pour le pays que je te montrerai. C'est ce que fait Abraham. Vous connaissez l'histoire. Abraham n'est pas là pour revenir. Il part vers un pays qui sera meilleur que celui d'aujourd'hui et il va y rester toujours. Et ça, c'est le voyage judéo-chrétien. Autrement dit, vous voyez la vision du temps à travers le récit, peut-être mythique, des voyages. À l'époque des Lumières, l'histoire du salut, car là, c'est le voyage du salut, l'histoire d'Abraham. J'espère le salut avec un grand S. À l'époque des Lumières, l'attente du salut va se séculariser. Le temps fléché va continuer son cours, mais ce que nous attendons dès lors, ce n'est plus le salut chrétien, puisque les sociétés se déchristianisent. On attend le bonheur sur la terre, parfois même on attend le bonheur parfait, c'est Condorcet, les révolutionnaires, etc. Autrement dit, l'idée du progrès, voire l'idéologie du progrès avec un grand P, c'est pas une création de lumière, c'est un substitut de l'amélioration chrétienne qui est disparue. C'est une manière d'essayer de sauver le temps fléché. On le transforme, il est dans l'immanence. Alors, évidemment, avec tous les excès qu'on peut décrire, c'est-à-dire que le progrès sera un progrès dans l'émancipation, et il est encore d'ailleurs un progrès dans l'émancipation, qui sera un processus d'avancée irrésistible, qui peut produire des excès. On pourra dire que la généalogie de nos progrès, c'est Prométhée, qui, comme vous savez, a subi ce qu'il a subi parce qu'il avait essayé d'apporter des progrès aux hommes. Faust, qui essaye de faire des progrès scientifiques en transformant le sable en or, ou en produisant l'homme éternel. Et puis, le dernier personnage, c'est Frankenstein, qui, lui, est à la limite du terrifiant, ou est même terrifiant. Évidemment, il faudrait distinguer la première modernité de la seconde modernité, qu'on appelle post-modernité, après la Seconde Guerre mondiale, qui a tendance à moins croire au progrès, voire même à tomber dans le catastrophisme. Alors, pour finir, je voudrais vous parler de l'identité, juste une seconde, de l'identité des cultures. Quand on parle d'identité, on a tendance à croire que c'est quelque chose de figé.
quelque chose de sacré. Mais l'identité, c'est pas ça. C'est pas un discours qui est toujours le même et qu'on doit récupérer et qu'on doit appliquer tout le temps. C'est pas ça. L'identité, c'est plutôt une matrice. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice? C'est une origine qui est toujours vivante et qui enfante sans cesse des êtres nouveaux. La matrice, c'est pas un sac de matière morte. C'est quelque chose qui permet de rénover toujours à partir d'une architecture de sens. Ou si vous voulez, qui permet de repartir des principes élémentaires, ceux que j'ai essayé de vous décrire, des principes fondamentaux, pour pouvoir reconstruire là-dessus quelque chose de plus adapté au temps. Et les êtres qui naissent, les hommes qui naissent, les humains qui naissent, sont des êtres toujours nouveaux, mais à partir du même moule. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons probablement besoin d'inventer quelque chose de nouveau à partir de cette matrice. Ça suppose que la tradition reste vivante, mais sous des formes chaque fois différentes. C'est tout le but de la transmission. On transmet des principes fondamentaux, mais les personnes qui les reçoivent vont en faire quelque chose de complètement nouveau, que nous n'imaginons même pas. Donc je pense qu'on n'a pas à considérer avec désinvolture, voire même avec négligence, les principes même que l'on chérit. Je pense qu'on peut les chérir, on a le droit de les chérir, mais simplement on ne doit pas les considérer comme une matière morte. On doit les considérer comme quelque chose de vivant qui va donner vie à d'autres qui vont les transformer selon les temps nouveaux, les générations suivantes vont se les réapproprier à nouveau frais. D'une certaine manière, les choisir à nouveau. Voilà, c'est sur cette réflexion sur la matrice que je vais vous laisser la parole pour me dire ce que vous pensez de tout ça, en vous remerciant de votre attention. Oui. Merci pour votre présentation. J'ai une question, parce que vous avez parlé de l'indicité et de l'indicité de culture, et vous avez dit que l'indicité c'est la maîtrise. Que vous avez dit que l'indicité oui, c'est la maîtrise. Était là Maîtrise. à la matrice. D'accord, oui, d'accord. Oui, on peut dire ça. Enfin, Excusez mon français. Et c'est intéressant pour moi. Qu'est-ce que pour vous l'identité de la culture française en votre concept que l'identité c'est la maîtrise? je ne sais pas si c'est l'Antiquité qui est la matrice. Non, quand je parle de matrice, je veux dire les principes fondamentaux que j'ai essayé de vous décrire en 3 parties rapidement, peut-être trop maladroitement, mais je pense que ces principes-là sont la matrice. Et ces principes, ils viennent de l'Antiquité, des Juifs et des chrétiens en général. Vous voyez, je pense que l'Antiquité n'est pas la matrice, c'est une partie. Les principes fondamentaux sont la matrice. Alors vous me parlez maintenant des principes français, vous voulez dire. Qu'est-ce qui est spécifique chez les Français, c'est votre question? Oui. Je pense que chaque société, chaque culture, qui participe de la même culture générale, qui est la culture grecque judéo-chrétienne, qui est la nôtre, chaque culture a ses propres différences. Et donc, effectivement, il y a des différences dans la culture française comme il y a des différences dans la culture russe. Alors, quels sont les principes de la culture française? Vous savez, la France considère qu'elle est à la fois la fille aînée de l'Église et la fille aînée de la Révolution. Bon. Ça fait beaucoup de droits d'aînesse. Hein. Et c'est discutable, bien entendu. Mais elle considère que, et donc le fait qu'elle le pense va entraîner des caractéristiques. Hein.
La France a un sens, par exemple, de l'universel qui est parfois excessif. Elle pense que tout ce qu'elle pense est universel, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Et donc, elle voudrait que tout ce qu'elle fait soit fait par les autres, ce qui, à mon avis, est excessif. Parce qu'elle se croit la fille aînée. Vous savez ce que c'est qu'une fille aînée? Vous êtes peut-être une fille aînée vous-même. On voudrait que tout le monde vous suive. On pense que tout ce qu'on fait, c'est la meilleure chose, vous voyez. Donc ça, c'est un petit peu la caractéristique et puis peut-être les excès de la France. La Russie, autant que j'en sache, parce que j'aime beaucoup la culture russe, même si je connais très mal notre pays, j'aime beaucoup les livres russes, j'aime beaucoup la culture russe. Elle pense qu'elle a, comment dire, un goût, un talent et un tropisme pour la spiritualité que nous n'avons pas, que nous n'avons plus, par exemple. Bon, je ne sais pas, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que chaque pays a ses tropismes, effectivement. Merci. Oui. Madame, j'aimerais bien vous remercier de cette conférence très intéressante, mais assez compliquée, je pense, pour les étudiants, parce que ce ne sont pas les sujets qui sont très bien enseignés chez nous. Vous voyez, c'est très intéressant, parce que ce sont des historiens qui, j'espère bien, commenceront à penser autrement, regarder autrement les choses, les processus qui avaient lieu ou ont lieu maintenant. Merci beaucoup, ça doit nous enrichir. Merci. Et j'ai une question et une petite demande. Est-ce que c'est possible de répéter encore une fois les trois types d'humanisme? Et après une question. Alors, C'est l'humanisme. la première chose, c'est la vérité, la quête de la vérité. Mais comment on peut dire l'humanisme de vérité? Non, c'est la vérité qui se trouve à la base de... Oui, j'ai appelé ça l'humanisme, on aurait pu appeler ça les principes de la civilisation occidentale. Et le premier principe, c'est le fait que la vérité existe, on sait qu'elle existe et qu'on la cherche. On ne l'a pas trouvée, personne ne l'a trouvée évidemment, mais on la cherche, c'est très important. La deuxième chose, c'est un type d'humanisme particulier. L'humanisme de royauté, par exemple, je n'ai pas parlé de l'écologie. Le fait de parler des droits des animaux aujourd'hui, c'est un nouveau paganisme. C'est une sortie de l'humanisme occidental. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Donc ça, c'est le deuxième point qui va enclencher la science et la démocratie. Très important, qu'on ne va pas trouver ailleurs au même titre. Et puis le troisième point, c'est le sens du temps. Et je pense que le sens du temps, c'est très important parce que c'est l'idée du progrès, de l'amélioration. Je n'ai jamais pensé comme ça. Donc, je suis très contente de vous faire découvrir quelque chose. Et quand même, j'ai une question à vous poser. Vous avez parlé des mythes qui sont particuliers pour chaque culture nationale. Bien sûr. Mais quand même, nous voyons qu'il y a des mythes qui sont très connus pour tout le monde entier. Par exemple, le mythe de Achille. Vous voyez, dans n'importe quelle culture, j'espère bien, il est connu. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des mythes qui sont particuliers seulement pour telle ou telle culture, ou il y a des mythes du sens mondial, universel, voilà. Les deux sont vrais. Il y a des mythes particuliers. Achille est un mythe particulier. Au départ, c'est quand même l'histoire de la guerre de Troie. C'est très spécifique. C'est le début de la littérature. Vous savez, Homère, on ne sait pas très bien où on en est avec le linéaire B, mais c'est 10e siècle avant Jésus-Christ, à peu près, entre 9e et 11e. Mais vous avez des auteurs qui se sont spécialisés dans les mythes internationaux. Parce que comme la condition humaine est la même partout, nous savons que nous devons mourir, nous savons qu'il n'y a pas assez d'amour dans la société ou pas assez de justice, ça, on est tous d'accord là-dessus, quelle que soit notre nationalité. Vous avez des gens qui se sont spécialisés dans les mythes. Alors, je vous cite un très grand auteur qui est roumain d'origine, et puis un auteur français, parce que je ne connais pas les Russes, mais qui ont montré qu'il y a des mythes internationaux. Il y a des mythes solaires, il y a des mythes de la misère, il y a des mythes de la joie, il y a des mythes de la générosité, il y a des mythes de l'amour, qui sont au fond les mêmes partout. Ça répond à votre question. Parce que notre condition est la même partout. D'accord, merci. Vous pouvez lire Eliade, vous allez trouver ça. Donc en fait, si je comprends bien,
le mythe interroge finalement la situation de l'homme par rapport à un certain nombre de sentiments. Je suis heureux, je suis triste, je vais mourir. Et la vérité n'interroge pas ça. La vérité ne pose pas ce problème. La vérité, de mon humanité mortelle. C'est un dévoilement de la réalité. Oui, La vérité, c'est ça. C'est un dévoilement. Mais La vérité en grec, c'est aletheia, ça veut dire dévoilement. Je soulève le voile. Excusez-moi, je crois que je vous ai coupé. non, non, pas du tout. C'est simplement, ma question, c'est de me dire, quand on a cette idée occidentale de la vérité et donc de la science, on ne pose plus le problème de cette finitude terrifiante que nous vivons tous les uns et les autres. Non, sauf qu'on est constamment à la recherche, parce que c'est si on y trouve, de vérités qui nous permettent de mieux comprendre cette condition. D'accord. Mais bon, ce sont des vérités, et les seules vérités qui sont vraiment approchables sont les vérités scientifiques, qui ne nous apportent rien sur notre condition. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez raison. Voilà, c'est ça. Au fond, à propos de notre condition, tout est question. Et parfois, d'ailleurs, ce sont les mythes qui répondent le mieux, parce qu'ils donnent vraiment du sens. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les mythes. Il ne faut pas dire ce sont des mensonges, ce sont des illusions. Oui, peut-être, mais ce sont des illusions qui apportent du sens. Et donc c'est très important, ce sont des histoires signifiantes. Vous voyez ? Donc c'est très important. Je pense qu'il faut les deux. Oui, oui. Il ne faut pas cracher sur les mythes, pas du tout. Hein. Oui, disons cette apparition de la notion de vérité qui finalement est plus tardive par rapport à la mythologie, puisque bien sûr. est préexistante, finalement, pour le problème du temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose finalement dans l'histoire de l'humanité assez nouveau. Mais complètement, c'est très nouveau. mais Parménide est un, je sais pas comment C'est dire, un frère. cette espèce de génie incroyable, d'avoir dit tout d'un coup, mais attendez, il n'y a pas que des mythes, il y a aussi des choses qu'on peut toucher. Et on va rester dans les mythes pendant très longtemps. Vous savez, quand ce pauvre Galilée qui a découvert des étoiles qu'on ne connaissait pas, il a construit une sorte de télescope en d'une tour, et il invite plusieurs élites, personnes d'élite, en disant mais venez voir, enfin je les ai vus. Et il fait monter en haut de la tour ces 3 ou 4 personnes, et il leur montre dans son télescope, il dit regardez, voilà 4 ou 5 étoiles qu'on ne connaît pas. Et les types redescendent, et ils descendent en se disant à eux-mêmes, ça c'est vérifié, c'est historique, nous avons vu dans le télescope de Galilée 4 étoiles imaginaires. Mais c'est-à-dire que pour eux, le mythe et la vérité sont encore deux choses mêlées, au fond. Il n'y a pas de... Galilée dit, voyez, c'est une vérité, et eux disent, bon, c'est un mythe. Vous voyez ? Donc les deux choses sont très mêlées encore. C'est intéressant. C'est l'apparition du logos. C'est ça. Non, mais ce même humanisme, justement, qui est basé sur la recherche de la vérité, est le même qui a... sa force, c'est de pouvoir dire aussi que les vérités sont relatives, etc. Voilà. C'est ça qui... Alors ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler aussi. Ouais, on m'avait donné 3 quarts d'heure, j'ai tenté de... Mais la vérité enclenche le doute. Ça peut paraître bizarre. C'est pas le mythe qui enclenche le doute. Au contraire, le mythe est certain. Le cartésianisme vient d'idée de vérité. Le mythe est certain. Achille, de toute façon, il est ni vrai ni faux, on s'en fout. Mais il existe dans ma tête, donc on ne peut pas le déloger. Tandis que la vérité enclenche le doute. Parce qu'on dit, mais attendez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, vous voyez ? Et selon les lieux, selon le temps. Exactement. J'ai aussi autre chose. D'abord, merci pour la clarté lumineuse de votre exposé, le côté complet. C'est à propos de cette nouvelle, je ne sais pas comment appeler ça, un concept de post-vérité dont on parle depuis quelques années. Est-ce que justement la post-vérité n'est pas une sorte de remise en question de cet humanisme basé sur la recherche de la vérité, sur le doute, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un retour au mythe, puisque finalement la post-vérité repose sur cette idée que on ne va pas s'attacher à une pensée, à une idée, parce qu'elle est vraie, mais tout simplement parce qu'on a envie, voilà, d'affirmer cette... Donc la post-vérité, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question de cette forme d'humanisme occidental et un retour à la puissance du mythe voilà, comment est-ce que... Tout à fait, je pense. Je me permettrai de vous envoyer un des livres où j'ai traité de ça.
je pense qu'avec la fin de la chrétienté, je ne parle pas de la fin du christianisme, le christianisme existe, qu'il soit sous forme orthodoxe, comme chez vous, ou protestante, ou catholique comme chez nous, bon, il existe toujours, mais c'est la chrétienté, c'est-à-dire le christianisme qui influe nos morales, nos droits, etc. Avec la fin de la chrétienté, je pense qu'il y a une mise en cause à la fois de la vérité et donc de la science, c'est ce que vous dites, un retour des mythes, c'est tout à fait vrai. Il y a un reflux de l'humanisme, dont j'ai parlé tout à l'heure des lois sur l'IVG, c'est un retour du paganisme, tout bêtement. Et puis il y a aussi, c'est très intéressant, un retour du temps circulaire, avec le catastrophisme, notamment chez les écologistes. C'est-à-dire ce qu'on appelle le mythe du combat dans les sociétés à temps circulaire. Le monde tourne tout le temps entre chaos, ordre, chaos, ordre, chaos, ordre. La thermodynamique. Voilà. Donc il y a ça, c'est évident. Je pense qu'il y a un retour. Alors on peut s'en réjouir ou non, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai. Oui. Je voulais aussi remercier, merci beaucoup. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes. La question qui m'intéresse, vous avez parlé de l'humanisme de la culture occidentale. Vous avez mentionné, je crois, la culture ou l'humanisme chinois. Quel type de culture de l'humanisme peut-on mentionner? On voit bien que la culture occidentale maintenant est confrontée à, je ne sais pas, ou bien c'est une menace universelle des cultures non occidentales, ou peut-être il y a quand même 2 ou 3 types de cultures auxquelles est confrontée la culture occidentale. Bien sûr, il y a la culture indienne, il y a la culture chinoise. Et si on parle de l'islam, de la culture musulmane? L'islam fait quand même partie des religions monothéistes. Bon, c'en est une forme. En islam, le temps est très différent. Il n'est ni circulaire ni fléché. C'est un temps de décadence. C'est un temps de retour au passé. Il n'y a que le passé qui soit bon. Il faut revenir au passé. C'est quelque chose de tout à fait différent. Mais enfin, on est quand même dans le monothéisme. Donc il y a quand même une idée de la personne en islam. Même si les femmes sont des personnes de second rang, il y a quand même une idée de personne. Il y a quelque chose de proche de nous aussi. Non, j'ai compris ce que vous parlez des Chinois. Oui. Quel point dans les cultures qui nous entourent ont plus de risques dans le conflit qu'on voit, le conflit universel, le conflit dans le monde? Il est très possible que la culture chinoise se développe et prenne une place plus importante. Vous avez quand même actuellement un très grand nombre d'universitaires d'Amérique du Nord, notamment les Canadiens, mais il y en a d'autres, j'en connais un certain nombre, qui connaissent très très bien le mandarin et qui sont professeurs à la fois en Amérique du Nord et en Chine, et qui ont adopté la culture chinoise, qui préfèrent la culture chinoise à la culture occidentale, et qui écrivent des livres très intéressants en disant, écoutez, finalement, ce sont eux qui ont raison. Et la culture universelle, c'est... Nous n'avons qu'à les imiter. Autrement dit, confucianisme pour la morale, légisme pour la politique. Qu'est-ce que c'est que le légisme? La culture des lois despotiques créée au 6e, 7e siècle en Chine, qui actuellement il faut lire le document numéro 9. Si la Chine vous intéresse, lisez le document numéro 9. Vous pouvez googliser. C'est le document idéologique de Xi Jinping. Il est très possible qu'ils prennent un rôle qu'ils n'ont pas jusqu'à présent. Et bon, la Chine, c'est un humanisme, d'une certaine manière, bien sûr, c'est un humanisme. C'est une morale de bienveillance et de hiérarchie. C'est une morale alors inégalitaire, un humanisme inégalitaire par rapport au nôtre. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Non, ce qui m'inquiète surtout, c'est les points dans les cultures qui sont liés, qui poussent à l'agression. C'est ça qui... À l'agression? À l'agression, je parle des guerres terroristes, je parle. Des guerres? Des terroristes, je parle de la terreur. Le terrorisme, il est islamiste actuellement. Je ne vois pas de Chinois qui jettent des bombes. Alors il y a quelques... Non, je ne parle pas des Chinois, je parle des risques
qui ont les racines dans les cultures. C'est-à-dire l'État islamique, il est basé sur quelques points qui sont... Ça, c'est parce que les musulmans sont des gens qui ont été occidentalisés et qui, au fond, ne parviennent pas à s'occidentaliser. Donc, il y a chez eux une sorte de complexe. Bon, pour toutes sortes de raisons, ils ne parviennent pas, on pourrait discuter longtemps, mais... et donc, ils finissent par se retourner contre ce modèle qu'ils ne peuvent pas imiter. Enfin, je décris ça comme ça, on pourrait discuter, évidemment. Et donc, il y a un petit groupe chez eux, qui n'est pas la totalité, bien sûr, qui devient intégriste et qui dit, puisque nous ne pouvons pas leur ressembler, il faut les détruire. Voilà. Donc, ils détruisent les Twin Towers et puis ils créent ils font du terrorisme ici ou là, partout chez nous. Chez vous, chez nous et partout. On peut, pour comprendre ça, on peut lire par exemple les livres d'Orhan Pamuk, qui est un formidable, qui montre bien comment ces vieux Turcs disent mais pourquoi est-ce qu'on nous a enlevé nos traditions et qu'on nous oblige à devenir occidentaux, on n'a pas envie. On comprend bien certaines choses quand on lit les romans de Pamuk. Je pense que les romans, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de comprendre une culture beaucoup mieux que des livres de philo. Vous voyez ? Pour en revenir aux terroristes islamistes dont vous parliez, après le 11 septembre, par exemple, les gens se sont dit, mais comment se fait-il que ces jeunes gens qui avaient été à l'université aient pu faire ça? Mais qu'est-ce qu'ils avaient étudié? La théologie, la religion et les sciences dures. Comme dans les madrasas. Exactement, comme dans les madrasas. Et donc toute cette partie de l'éducation qui nous est chère, de l'histoire, de la philosophie, des sciences humaines, ils n'étaient pas passés par ça. Le doute, ils n'étaient pas passés par ça. Exactement. C'est pour ça que quand en France, il y a une espèce d'islamo-philique et grotesque, on nous dit les madrasas, c'était des universités. Mais non, ça n'est pas des universités. L'université, c'est le doute. C'est la quête de la... Alors, il y a eu, bien sûr, à certains moments, des universités qui étaient tellement chrétiennes, catholiques, qu'elles imposaient des systèmes, c'est l'époque de Galilée, bien sûr, où on interdisait, par exemple, la dissection des cadavres, bien sûr, il y a eu tout ça. Mais dans l'ensemble, c'était quand même la quête. Et ces garçons-là, ils ne sont pas passés par le doute. Ce sont des idéologues. En fait, ils ont idéologisé les traditions. C'est comme ça qu'ils comptent s'en sortir. Oui ? Merci beaucoup. Passionnant. Vous disiez que la science était unanime, exclusive, universelle. Oui, alors ça, je ne l'ai pas écrit, mais ça, c'est Thomas Kuhn qui a écrit ça. C'est Thomas Kuhn. Merci. Et j'ai du mal à percevoir pourquoi le mot unanime a été choisi. Est-ce que c'est-à-dire qu'elle est une? Est-ce que c'est-à-dire qu'elle est unanimement perçue? Et oui. Si c'est le cas, est-ce que les termes ne sont pas suffisants de exclusive et universelle? J'arrive pas à saisir. Oui, parce que unanime signifie, si vous voulez, si je vous dis, par exemple, la culture russe est une culture spiritualiste, on pourra discuter autour de ça. Mais si je vous dis 2 et 2 font 4, il n'y a pas de tolérance là-dessus. Si vous levez le doigt en disant non, madame, 2 et 2 font 5, je vous dirais, écoutez, monsieur, allez réfléchir tout seul, mais je ne discute pas là-dessus. Vous voyez, c'est unanime parce qu'une fois qu'une proposition scientifique est délivrée, bien sûr, la science peut toujours se tromper, elle change, la science. Mais dans l'ensemble, quand même, les propositions scientifiques sont considérées comme unanimes. Il n'y a pas de tolérance en science. C'est sur la découverte, alors? Oui. Il n'y a pas de tolérance en science, mais il y a une tolérance partout ailleurs. Je comprends bien. Ça veut dire ça. Et une autre question, si possible, assez peu intéressant, je pense. Vous avez employé le terme, de manière systématique, vous avez employé le terme judéo-chrétienne. Et pourquoi j'aimerais que vous m'expliciez, s'il vous plaît. Le judéo? Oui. Parce que ça, c'est personnel, hein, j'utilise cette expression toujours. Je considère que les Juifs sont vraiment la matrice du christianisme. Et au fond, beaucoup de choses qu'on trouve dans les évangiles, dans le Nouveau Testament,
on le trouve déjà dans l'Ancien Testament. Et nous ne serions rien dans ce sens-là. Dans son héritage. Je pense que vraiment, on ne peut pas négliger ça. Je pense que c'est vraiment lié. Pour moi c'est vraiment le berceau. Voilà. Donc, mais ça, évidemment, ça peut se discuter, comme beaucoup d'autres choses. Donc j'utilise toujours ce terme judéo-chrétien. Chez nous aussi, on dit la même chose, toujours. Judéo-chrétien, Toujours. Enfin, ça me paraît juste. Et vous avez parlé, merci d'abord beaucoup, puisque ça donne à réfléchir et c'est très intéressant, vraiment passionnant. Mais une petite remarque. Vous avez, donc, notre sujet c'était l'humanisme européen. Vous avez parlé aussi de l'humanisme des pays asiatiques comme de la Chine. Mais en même temps, vous avez employé cette notion culture universelle. Est-ce qu'on peut parler quand même de l'humanisme universel qui est, disons, en haut, c'est l'humanisme universel et puis il commence à diversifier. Oui, à ce moment-là, ce serait quelque chose d'assez général, de très basique, si vous voulez, au-dessus duquel il y aurait un tas de différenciations. Mais très basique, c'est ce dont j'ai parlé tout à fait au début en citant une phrase indienne, c'est la bienveillance pour les faibles. De la protection des faibles. C'est ça, c'est seulement cette chose C'est ça. universelle. Essentiellement, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, on pourrait pratiquement parler de philanthropie, parce que au fond, le terme humaniste est un terme de la Renaissance, est un terme occidental. Hein. Et humanisme, ça veut dire placer l'homme au centre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle du post-moderne, qui est plutôt, je pense que c'est plutôt de l'humanitarisme. C'est-à-dire c'est un retour à une morale très très primitive, puisque l'homme n'est même plus au centre, puisqu'il y a un droit des animaux. Vous voyez, l'homme n'est même plus au centre. Donc je ne sais même pas si aujourd'hui, dans la postmodernité, on peut parler encore d'humanisme. Ce serait à discuter. Voilà. Et encore une question, c'est le rapport entre le mythe et le conte, puisque nous, dans notre tradition russe, on n'a pas de mythe, on a des contes. Et on sait que ce sont des histoires imaginées, mais comme on dit toujours, chaque conte c'est un mensonge, mais dans ce mensonge il y a du vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est le rapport entre. Et en plus, ce qui est intéressant, vous connaissez, je crois, Probe, qui a étudié le conte, et il a trouvé que les sujets des contes, ils sont partout dans le monde entier les mêmes. C'est ce que dit Eliade, bien sûr. Mais à partir du moment où un conte est souvent raconté, à partir du moment où il est pris comme système d'explication pour faire comprendre une partie de la condition humaine, c'est ça. Mais aussi servir d'exemple. Eh bien, il est un mythe, il devient un mythe. Puisque je parle d'Eliade, pendant les Roumains, chez les Roumains, c'est la Murata. Vous avez un conte, c'est un poème très long. La Murata, c'est le petit agneau, c'est une sorte de petit agneau d'un berger. C'est un conte poétique. Et c'est devenu un mythe, parce qu'il y a toute la condition humaine dedans, et la condition roumaine aussi. Voilà. Par exemple. Très important. Ce qui m'a beaucoup impressionné, que les mêmes sujets des contes, avec les mêmes héros, on les retrouve dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, tout en parlant des différences d'humanisme et tout. Quand même, il y a quelque chose qui est unique. Parce que nous avons les mêmes... Vous savez, je vous rappelle, France Quéré, une de nos auteurs protestantes, qui est décédée maintenant, disait qu'elle avait parcouru le monde, elle avait été partout, et que partout, les mères portaient leurs enfants de la même façon. Vous voyez, vous avez des expressions, des comportements et des questions humaines qui sont les mêmes absolument partout. C'est ça l'espoir, c'est ça l'espoir. Oui, bien sûr. Bon, bah écoutez... Dernière question, mais c'est très très rare chez moi. Quid de l'humanisme et de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Ça me traverse. Oui, d'abord, vous voyez, je considère que... Enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que c'est une absurdité et même une hérésie de parler d'intelligence. Voilà, c'est ça. Parce que l'intelligence, c'est pas... Moi, j'aimerais que l'on parle de rationalité artificielle. Je le dis d'ailleurs à un certain nombre de mes collègues scientifiques, je dis, parler de rationalité, d'accord, mais l'intelligence, c'est tout à fait autre chose que la rationalité. Il y a des intelligences qui sont complètement poétiques, il y a des gens qui ont une grande intelligence mais complètement sauvage, complètement irrationnelle. Donc vous laissez ça à l'homme. Donc voilà. L'intelligence. Comment? Vous laissez ça à l'homme, l'intelligence. Mais voilà, à mon avis, je ne vois pas comment une machine pourrait être intelligente.
Alors la rationalité artificielle, oui, ça peut nous aider, mais ça ne remplacera pas notre intelligence. Je ne crois pas. C'est un terme qui n'est pas correct. À mon avis, le terme n'est pas correct. La machine ne peut pas réfléchir. Voilà. Alors, certains me disent, mais oui, mais on vient de créer des machines de seconde qualité, vous savez, qui apprennent de leur expérience. Oui, mais ça, c'est encore de la rationalité. Une machine n'a pas de souvenir. Et d'ailleurs, une machine ne sait pas qu'elle va mourir, puisqu'elle ne mourra pas. Donc, comment pourrait-elle avoir cette intelligence? Une grande partie de notre intelligence, je ne parle pas de notre rationalité, mais notre intelligence tient en fait que justement, nous savons que nous allons mourir, ça change tout, enfin, me semble-t-il. Par exemple, hein, et que nous aimons, comme une machine pourra-t-elle aimer? Elle va, paraît-il, on lui fait faire maintenant des mimiques de l'amour. Ce sont des mimiques, ce sont des... Vous voyez? Donc c'est le sentiment qui détermine. Ben oui, il me semble. Ben, merci de votre... Merci beaucoup, c'était vraiment très